Sur le plateau d'AMTV, je reçois le professeur Yves Mallier. Bonjour, vous êtes donc membre de l'Académie des technologies et certainement l'un des plus grands spécialistes experts de la formation professionnelle. Vous êtes venu nous parler de votre dernier ouvrage, Reconnecter la formation à l'emploi. Le chômage des jeunes n'est pas une fatalité, paru aux presses des Mines et qui a fait l'objet l'an passé du prix spécial de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, merci professeur Mallier d'avoir répondu à notre invitation aux arts et métiers. Alors, merci aussi. Moi, je suis tout à fait enchanté d'être aux arts et métiers, d'être sur aux arts et métiers, parce que j'ai quelques attaches avec les arts et métiers, des attaches fort anciennes. D'abord, j'ai beaucoup d'amis de mon âge qui ont fait l'école des arts et métiers et qui en sont sortis, comme vous le savez, ingénieurs, qui ont fait leur carrière dans l'industrie, mais aussi parce que je ne peux pas oublier que les arts et métiers sont très largement à l'origine de tout l'enseignement technique et professionnel en France. Le duc de La Rochefoucauld, quelques années avant la Révolution, quand il a créé dans le domaine de Liancourt la première école technologique française. Alors, ce n'est pas tout à fait la première école technologique parce que avant lui, il en avait déjà été créé un siècle avant par Jean-Baptiste de La Salle, mais c'était des écoles exclusivement tournées vers le commerce. Mais la première école technique, au sens où nous l'entendons, c'est effectivement le duc de La Rochefoucauld qui l'a créée. Et cette école telle qu'elle a été créée à l'époque a été la primeur, enfin le premier établissement formant des ouvriers qualifiés, des techniciens, des contremaîtres, et puis ensuite, par transformation successive, elle est devenue, tout le monde le sait, école d'ingénieurs arts et métiers. J'ai une autre satisfaction en étant chez vous. Dans le livre que j'ai écrit, je me permets de faire aussi l'histoire de l'enseignement technique en France. Et quand on regarde cette histoire de près, on s'aperçoit que les ingénieurs arts et métiers ont joué un rôle considérable, notamment pendant un siècle et jusqu'à il y a une quinzaine d'années à peu près. Un rôle considérable à différents titres. D'abord parce que ceux qui étaient en direction d'entreprise ou en direction générale d'entreprise, beaucoup d'entre eux s'intéressaient à la formation, y compris non pas à la formation des arts et métiers, mais à la formation de tous les niveaux, ouvriers, techniciens, etc., ce que ne faisaient pas leurs homologues des autres écoles. Deuxièmement, parce que beaucoup d'entre eux, au lieu d'avoir choisi une carrière industrielle, ont fait de très très belles carrières au sein de l'éducation nationale, soit dans les directions générales de l'éducation nationale. C'est grâce à eux qu'il y a eu une direction de l'enseignement technique toute puissante à l'époque, et pendant des décennies. Et puis, beaucoup d'entre eux aussi ont fait leur carrière dans des établissements, soit comme directeur d'établissements, de DNP, de gros lycées technologiques, etc., soit tout simplement, mais très efficacement, comme enseignant ou comme chef de travaux. C'était l'époque où les élèves techniciens travaillaient sur des travaux réels grâce au Gazar, qui était chef de travaux de l'établissement et qui savait trouver sur des appels d'offres, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans l'agroalimentaire, etc., qui savait trouver des appels d'offres pour lesquels ces élèves pouvaient répondre et se retrouver en situation réelle. Donc, je suis heureux d'être là ce soir. Alors, merci beaucoup. Alors, justement, dans votre dernier ouvrage, vous exposez les mécanismes qui ont conduit à une mauvaise considération de la formation professionnelle et technique et les conséquences qui en découlent. Vous parlez à un moment de ce chômage des jeunes désespérants. En chiffres, pour un petit peu planter le décor. Alors, oui, quel décor. Les chiffres sont particulièrement éloquents. Si je regarde les statistiques de chômage des 18-25 ans. Il faut regarder les 18, parce qu'en France, souvent, on dissimule un peu en parlant des statistiques de chômage de 16 ans, alors qu'on sait bien qu'à 16 ans, personne n'est chômeur, ils sont tous à l'école. Donc prenons le langage international des statistiques 18-25 ans. C'est celui que j'ai pris dans mon livre. L'Allemagne est grosso modo à 5,5% à peu près, c'est en train de baisser actuellement d'ailleurs. Une quinzaine de pays européens sont entre ces 5% et 12 à 13%. Pendant que nous, la France, nous sommes à 25%. Il n'y a derrière nous que l'Italie, la Grèce et l'Espagne qui se rapprochent de nous d'ailleurs actuellement. Tout le reste de l'Europe est très loin devant nous. Vous l'expliquez comment ? Alors, je l'explique. Il y a plusieurs explications. Comme tous les problèmes complexes, c'est très, très multifactoriel. On va prendre quelques raisons
je dirais, sans en faire une hiérarchie entre elles, dans le désordre. Une explication, par exemple, c'est le recrutement, la formation et l'évaluation de nos enseignants des disciplines techniques. Pendant des décennies, on a recruté en France 2000 enseignants de technologie pour nos lycées professionnels, pour nos lycées technologiques, qui ne s'appelaient pas encore lycées professionnels, c'était centre d'apprentissage, mais peu importe. Pour ce niveau d'établissement jusqu'au BTS, on recrutait tous les ans à peu près 2000 enseignants issus de l'entreprise. On leur demandait même d'ailleurs d'avoir au moins 10 ans d'activité en entreprise, en exercice du métier pour lequel ils allaient enseigner, comme le font tous les pays d'ailleurs. Et l'expérience nous montrait, j'ai fait passer, moi, dans le début de ma carrière, des concours à ces gens-là, qu'en général, ils avaient tous un âge autour de 40 ans, ils étaient à mi-carrière. On leur demandait par ailleurs d'avoir assuré par apprentissage la formation de 2 ou 3 apprentis, donc d'avoir montré leur goût pour la pédagogie, pour la formation. Et ces gens-là étaient très très nombreux à passer ces concours, ce qui fait qu'on a recruté, je me souviens, moi, à peu près 1 sur 5. On avait 5 candidats. Alors pourquoi on avait tant de candidats? D'abord parce que l'Éducation nationale faisait savoir que ces concours existaient, faisait savoir un an à l'avance, c'est-à-dire que les entreprises, les syndicats professionnels, les syndicats ouvriers, etc., diffusaient cette information, et que dans un certain nombre de métiers, des gens déjà bien arrivés dans la carrière se posaient la question de quitter leur entreprise moyenne ou grande, soit pour s'installer à leur compte, comme artisans par exemple dans le BTP ou dans l'électronique, l'électricité, beaucoup d'autres domaines, mais ça demandait souvent des appuis financiers qu'ils n'avaient pas toujours, soit ils rentraient à l'Éducation nationale, parce que l'Éducation nationale à l'époque avait la sagesse de leur faire une carrière convenable. À l'Éducation nationale, un professeur certifié est en fin de carrière à 40 ans, donc à son salaire maximum à 40 ans. Ces gens de 40 ans que nous recrutions dans l'industrie, on prenait en compte leur ancienneté de l'industrie, donc ils se retrouvaient en fin de carrière. Comme ils n'avaient pas appris dans l'industrie à travailler 15 heures par semaine, comme à l'Éducation nationale, et qu'ils en faisaient beaucoup plus, le résultat est qu'ils faisaient un certain nombre d'heures supplémentaires. Ils continuaient de faire de la formation continue, y compris entre leur établissement et leurs anciennes entreprises, ce qui assurait une bonne liaison naturelle d'ailleurs, où tout le monde était gagnant, à commencer par les élèves, et eux-mêmes avaient des conditions salariales assez souvent supérieures à ce qu'ils avaient dans l'entreprise, dans leur niveau de cadre moyen qu'ils avaient. Donc on avait un très grand recul. La création des IUFM a fait que d'un seul coup, on a voulu que tous nos enseignants, y compris l'enseignant de plomberie ou de n'importe quel métier manuel, soient recrutés à l'université. Bon, alors expliquez-moi quelle université en France est capable de nous former un enseignant, puisque j'ai dit plomberie, reprenons ce mot-là, mais je pourrais en citer 50 autres métiers, et surtout capable ensuite de former des jeunes, eux, capables d'exercer ce métier-là. Évidemment, on est l'exception mondiale de ce point de vue-là. Si je regarde les 15 autres pays industrialisés au même niveau que le nôtre, nous sommes les seuls à pratiquer ça. Donc ça, c'est une raison. Ça fait 20 ans maintenant, donc ça veut dire que ceux qu'on a recrutés sont tous partis à la retraite, puisqu'ils étaient recrutés à 40 ans, donc c'est la première raison de gabegie. Une autre raison est liée à l'orientation des élèves. Quand vous êtes dans un lycée technologique ou un lycée professionnel, ce lycée ne peut pas avoir tous les métiers du monde. Il est forcément spécialisé. Il est BTP, ou il est mécanique, ou il y a aéronautique, ou électronique, etc. Mais tous ces établissements, dans le passé, avaient des internats, et des internats dans lesquels on restait le week-end. On pouvait rester le week-end si on le souhaitait. Ce qui fait que l'élève, enfin le candidat, souvent issu de milieux défavorisés, parce que moi je sais comment je suis allé dans le technologique, dans l'apprentissage, c'est parce que mon milieu n'imaginait pas autre chose. Et beaucoup de ces élèves allant vers ces établissements-là ont des parents qui en général n'ont pas le moyen d'acheter la chambre en ville, d'acheter la voiture, etc. Et donc, si la spécialité que veut faire l'élève est à 400 km de chez lui, et s'il n'y a pas d'internat pour l'accueillir le week-end, il ne la fait pas. Or, on a décidé, de façon complètement imbécile, il y a un certain nombre d'années maintenant, que les internats devaient fermer le vendredi pour ne rouvrir que le lundi matin. Donc, ça veut dire que les internats d'aujourd'hui ne sont plus que des internats de proximité. C'est-à-dire les élèves habitent à 20 ou 30 km. Et qui plus est, comme on a par ailleurs pris une mesure, elle aussi idiote, qui a consisté, soi-disant,
de bon sens. Pour valoriser les établissements techniques, on les a tous rattachés aux établissements généraux. Ce qui fait que le conseil d'administration de l'établissement général, dans lequel il n'y a aucun professionnel évidemment, recevant un internat qui lui tombe du ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il a dédié cet internat aux classes nobles du lycée, aux classes préparatoires, etc. Et le jeune qui veut faire un CAP ou un bac pro n'a plus accès à un internat. Donc, le recrutement aujourd'hui, et je l'ai vérifié combien de fois, est un recrutement de proximité. Par exemple, à côté de chez moi, il y a un lycée de restauration. Eh bien, dans le canton, j'habite à la campagne, mais dans le canton, tous les élèves qui sont envoyés vers la formation technologique professionnelle font restauration, qu'ils aient envie de la faire de la plomberie, puisqu'on a cité, ou de la mécanique, ou de l'électronique, ou du BTP, ils font tous restauration. Le résultat, c'est que cet établissement a une moyenne de réussite à la fin de la scolarité qui est de l'ordre de 3 à 4 %. Et par contre, la plupart des élèves s'ennuient, agressent les enseignants, cassent les vitres, touchent à la drogue, etc., etc. Donc il y a vraiment là un outil d'orientation, alors qu'on n'a jamais autant mis dans nos discours l'urgence de l'orientation, et on a fait exactement l'inverse. Donc voilà une deuxième raison. Yves Mallier, avant de développer d'autres points, j'ai une question comme ça très brute peut-être, brutale même. Tous ces gamins qui justement vont devenir cuisiniers parce qu'ils voulaient peut-être faire mécanicien, mais que dans le secteur il n'y a pas, ils deviennent quoi? Alors, il faut pour ça, pour bien clarifier, qu'on donne quelques chiffres que les Français connaissent mal. Une classe d'âge, ça, en général les gens le savent, une classe d'âge c'est 820 000 gamins, enfin 820 000 jeunes. Classe d'âge sortant du collège, c'est 810 820 000 jeunes à peu près. Sur ces 820 000 jeunes, très peu de gens savent que 40% d'entre eux, et uniquement 40% d'entre eux, vont vers les baccalauréats généraux. On nous parle de réformer le bac actuellement, mais personne ne parle des baccalauréats technologiques et professionnels. On ne s'intéresse qu'aux baccalauréats généraux. Donc, mais ça n'est que 40%. Ça veut dire qu'on a 60% d'une classe d'âge qui se partage entre les bacs technologiques. Bac technologique, c'est de l'ordre de 130 000 jeunes à peu près. Les bacs professionnels, c'est de l'ordre de 200 000 jeunes à peu près. Les CAP, mais sans aller plus loin après, c'est de l'ordre de 80 000 environ. Et l'apprentissage via les CFA, c'est aussi à peu près, je parle en flux, en flux annuel, c'est aussi de l'ordre de 70 000 à peu près. Donc c'est parmi ces jeunes, et de façon très paradoxale, et complètement l'inverse de ce qu'on trouve dans les autres pays industrialisés, c'est parmi ces 60%-là qu'on va trouver le plus de jeunes chômeurs futurs, le plus évidemment d'échecs à l'université, parce qu'on a réussi à les convaincre que, comme leur diplôme n'était pas suffisant, il fallait aller à l'université. Je rappelle que les bacheliers professionnels qui vont à l'université, c'est entre 2 et 3% de réussite après une année de redoublement. À la condition qu'ils redoublent une année, c'est 2 à 3% de réussite à la licence pro. Les autres diplômes, n'en parlons pas. Et alors, dernier point, les 140 000 jeunes qui n'ont pas terminé leur formation technologique et dont on constate à 18 ans que l'écriture, la lecture ont quasiment disparu. Elle est arrivée à un maximum à 11-12 ans et puis après elle n'a cessé de décroître parce que ces jeunes ont séché les cours, ils ont vécu à la rue, mais c'est 130 à 140 000 par an. Ceux-là aussi sont totalement à l'abandon. Alors, avec les conséquences que l'on peut imaginer, on a suffisamment de gourous en France comme ailleurs pour les reprendre, alors que ce soit la drogue ou que ce soit plus grave. J'ai fait quelques études, mais j'en parle dans mon livre, mais elle mériterait... Page 55 même. Page 55, elle mériterait d'être regardée à plus grande taille, mais j'ai constaté que la plupart de ceux qui nous ont causé beaucoup d'ennuis en causant des attentats ces dernières années sont passés et ont été refoulés par ce système dit de formation professionnelle. Alors, autre question tout de suite qui tombe, tout simplement, on n'a jamais autant parlé d'entreprises qui avaient des besoins, notamment avec une économie qui, malgré tout, surtout dans l'industrie, repart, et là, il n'y a rien. Alors, ça c'est le
pour moi le point le plus fondamental. C'est-à-dire que le traitement du chômage des jeunes ne vient qu'en conséquence de ce point fondamental. Les entreprises, ces dernières années, ces 15 dernières années, les chefs d'entreprise sans doute, je n'accuse personne, mais n'ont pas suffisamment fait attention à un certain nombre de mesures qui ont été prises par l'éducation nationale et qui, en termes de formation professionnelle, formation technologique tout simplement, sont dramatiques. Je vais en citer deux ou trois. Celle qui, pour moi, est la plus, à la fois cause de chômage et cause de non-candidature à des emplois, c'est la suppression des BEP. Quand on regarde la situation que nous avions il y a une douzaine d'années, on constatait que le BEP, qui était le diplôme le plus gourmand en enseignant technologique de l'ancien système dont je parlais tout à l'heure, les formations en BEP allaient très largement à l'emploi dans beaucoup de métiers, notamment les métiers de l'industrie. Les métiers les métiers comment dit-on, du secteur tertiaire, c'était moins net. Mais les métiers industriels et un certain nombre de métiers de service, parce que quand on parle de métiers de service, maintenant, tout le monde n'est pas d'accord sur la frontière. Mais en tout cas, ces BEP jouaient un rôle tout à fait considérable. Comme nous n'avions plus, il y a 10 ans, les ministres successifs ont fait le constat qu'on n'avait plus d'enseignants capables d'assurer ces formations. Qu'est-ce qu'a fait l'éducation nationale qui s'est remarquablement s'adapter? Elle a dit, puisqu'il n'y a plus d'enseignants et qu'on n'en trouvera pas à l'université, on va fermer ces BEP. Donc le BEP qui délivrait 200 000 diplômés par an. Le bac scientifique, c'est 160 000 par an. Le bac littéraire, pour avoir des ordres de grandeur, le bac littéraire, c'est 55 000 par an. Le BEP était le diplôme le plus développé en France. 200 000 par an. Eh bien, en une seule année, on a dit on arrête le BEP. Alors évidemment, en arrêtant ce BEP, on a fait des économies considérables de professeurs de technologie, puisque c'était le diplôme qui en consommait le plus, la préparation du diplôme qui en consommait le plus, si vous m'autorisez à le dire. Mais comme ça ne suffisait pas, puisqu'il n'y avait plus de rentrée, eh bien on a à peu près divisé par deux le contenu technologique, les programmes, etc., des classes de CAP. On a fait la même chose dans les bacs pro. Les bacs pro ont vu leur volume d'enseignement technologique divisé par deux. Quant au baccalauréat technologique, comme on l'a fait pour les bacs pro d'ailleurs, on les a fusionnés entre eux. C'est-à-dire que nous avions 14 baccalauréats technologiques correspondant pour chacun d'entre eux, et de façon claire, en termes d'orientation, on comprenait, correspondant aux différents métiers. Par exemple, pour le BTP, qui est un domaine que je connais assez bien, il y avait un baccalauréat technologique pour le gros œuvre, il y en avait un autre pour le second œuvre. On a mis tout ça dans un baccalauréat pompeusement appelé STI 2D. 2D, évidemment, c'est développement durable, il faut bien être à la mode. Et quand vous regardez ce programme de STI 2D, son contenu technologique ne peut conduire qu'à une poursuite d'études vers l'enseignement supérieur. Il a d'ailleurs été conçu comme ça. Il n'a aucun objectif de débouché professionnel. Je ne vois pas quel patron embaucherait ces gens-là qui, au plan technologique, n'ont que des notions. Donc là où nous avions des baccalauréats technologiques assez pointus, des baccalauréats professionnels assez pointus, on a regroupé beaucoup de baccalauréats professionnels, souvent avec des appellations assez fumeuses, qui fait que dans les familles des milieux défavorisés, cette appellation fumeuse, on ne sait pas ce que ça veut dire. Les matériaux souples, enfin bref, les matériaux souples, etc. Enfin, bon. Et en même temps, on a réduit, divisé par deux la technologie. Et mon regret, à l'époque j'avais essayé d'alerter, mon regret, c'est que les fédérations professionnelles aient laissé faire ça. Là, il y a une grave responsabilité. Alors c'est vrai qu'on est rentré dans une période, depuis une quinzaine d'années, où ce ne sont plus les chefs d'entreprise et les directions générales d'entreprise qui se mêlent d'enseignement. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, vous preniez les directeurs généraux du CAC 40 et vous aperceviez que plus de la moitié d'entre eux, je ne parle pas du PDG, mais des directeurs généraux, plus de la moitié d'entre eux enseignaient dans des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce. Comme ils enseignaient des écoles d'ingénieurs, alors ils enseignaient 2 heures par semaine pendant un trimestre, évidemment, ils ont autre chose à faire, mais ils le faisaient. Mais ils avaient la connexion. Bon, ils avaient la connexion. Et puis surtout, comme ils le faisaient, leur cadre en dessous d'eux disait le PDG le fait, enfin le DG le fait, ce serait pas mal si j'ai une proposition, je le fais aussi. Donc ils allaient enseigner aussi à l'IUT, voire en BTS, voire etc. etc. Bref, il y avait des liens assez naturels qui existaient. D'un seul coup, ça s'est fait au moment où l'internalisation des marchés ou d'autres
d'autres cibles ont apparu très prioritaires et pratiquement en 2, 3, 4 ans, 5 ans, sauf dans les écoles de commerce. Les écoles de commerce ont gardé beaucoup d'entre elles, et c'est pour ça qu'elles ne sont pas si mal classées au plan international d'ailleurs. Les écoles de commerce ont gardé cette habitude et on trouve encore des directeurs généraux de grandes entreprises œuvrant dans l'école de commerce. Dans les écoles d'ingénieurs, et donc derrière dans les BTS, dans les IUT, etc., tout a disparu. Donc cette liaison naturelle, et alors à partir du moment où ces gens n'avaient pas cette liaison naturelle, ils n'ont pas vu non plus les mesures dont je parlais, j'en ai pris qu'un seul exemple avec le BEP, ils n'ont pas vu passer. Et leurs responsables d'enseignement dans les syndicats professionnels, que sont souvent des avocats fiscalistes qui ont surtout en charge de veiller sur le fait que les 33 milliards de la formation professionnelle ne soient pas dispersés autrement que comme ils le souhaitent, et n'ont pas de priorité, surtout pour les niveaux qu'on appelle 5, 4 et 3, les nouveaux ouvriers, techniciens supérieurs, etc., ben personne ne s'est occupé. Et donc ces programmes ont été modifiés de façon éhontée, sans aucun contrôle. La même chose aurait été impossible en Allemagne, aurait été impossible en Suisse, aurait été impossible en Corée du Sud, aurait été impossible au Canada. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste, elle est dans mon bouquin. Donc ça veut dire que notre socle aujourd'hui, quand dans l'entreprise, à l'atelier, on dit quand un jeune arrive, finalement il sait strictement... Enfin, il ne sait rien faire ou il ne fait pas grand-chose, il faut vraiment le former. Tout ça, c'est regardez les programmes, c'est normal, regardez les programmes. Alors, et puis il y a une méconnaissance. L'autre jour, j'étais à une table ronde avec la DRH d'un très grand groupe, plus de 100 000 employés. Je ne vais pas vous donner le nom du groupe, mais peu importe. Et elle me dit en aparté, en attendant le début de la table ronde, elle me dit « Je suis embêté parce que ça fait des années et des années qu'on fait passer des petites annonces pour trouver des BEP, on n'en trouve pas. » Je lui dis, mais madame, le BEP, ça fait 11 ans qu'il n'existe plus. Elle me dit, ah bon? Donc il y a bien là un problème. Donc cette liaison entre l'éducation et entre le système éducatif et le système industriel, le système d'emploi, est cassée. Alors, derrière tout ça, évidemment, les conseils d'administration de nos lycées, par exemple, nos lycées technologiques, n'ont pas de représentants des entreprises. C'est impensable dans tous les pays étrangers de même nature que les nôtres, où ils sont en général à parité avec les gens de l'éducation. Et en général, le président du conseil d'administration est un entrepreneur. Chez nous, il n'y en a pas, et personne n'en réclame. Si ceux qui en réclameraient le plus, c'est les enseignants des disciplines techniques. Mais en général, ils ne sont pas élus comme représentants des enseignants, c'est leurs collègues littéraires qui sont dans le conseil d'administration qui fait que leur voix ne porte pas. Mais je n'entends pas actuellement les organisations professionnelles protester de s'être fait condamner au silence. Donc là, il y a une responsabilité partagée en quelque sorte. C'est aussi un peu l'objet de certains ont trouvé que j'ai la dent dure à l'égard des entreprises, alors que j'ai moi-même créé mon entreprise, j'ai dirigé, elle a été classée première par les Américains au plan international, je ne vais pas en rougir de ce que j'ai fait, même si je l'ai revendu jeune. Mais j'ai un peu la dent dure à l'égard d'évolution au sein alors est-ce que je dois dire du patronat? Non, au sein de l'entreprise, où la formation est devenue... Et donc maintenant, les chefs d'entreprise me disent, mais on n'arrive pas à trouver de ceci et de cela, mais ils ne se préoccupent pas de savoir s'il y a 200 km autour d'eux, il y a un établissement qui en forme. Les chaudronniers, tout le monde cherche les chaudronniers, que ce soit l'aéronautique, que ce soit le BTP, la construction métallique du BTP, que ce soit l'automobile, que ce soit, etc. Tout le monde cherche des chaudronniers. Mais regardez toute la disparition des formations de chaudronniers en France. Il n'y a pas de miracle, on n'a pas de chaudronniers parce qu'on n'en forme pas. Et on n'en forme pas parce que l'université, ne sachant pas former des professeurs pour enseigner à des ouvriers la chaudronnerie, en n'ayant pas de profs, on a fermé ces formations. Et personne n'a protesté. Dans votre ouvrage, il y a un petit passage qui m'a beaucoup interloqué, c'est vous levez un tabou, celui de 60% des dirigeants d'entreprises et de filiales de moins de 300 employés dans les secteurs de la production qui sont issus d'un enseignement technique professionnel très court et qui se sont formés tout au long de la vie. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle jamais en France. Non, ça touche essentiellement, en particulier en tout cas, au caractère un peu élitiste de notre pays par rapport aux pays industrialisés qui nous entourent, où nous, on est tous convaincus que c'est le diplôme initial qui forme la carrière, et le diplôme initial exclusivement.
on se fiche de savoir si ensuite l'ingénieur, le technicien supérieur, etc., fera de la formation continue, et en tout cas de la formation continue diplômante, qui lui permettrait de progresser. Ce n'est pas du tout la règle en France, alors que c'est la règle en Allemagne, c'est la règle en Suisse, enfin je ne vais pas citer les pays que je cite si souvent dans le livre. C'est aussi la règle aujourd'hui en Chine, en Corée du Sud, pour dire qu'il n'y a pas que les pays voisins, les pays qui se développent actuellement appliquent cette règle-ci. Nous on ne sait pas. On considère que le monsieur ou la dame est engagée sur son diplôme initial, et puis qu'après, si ça l'amuse, il peut continuer, mais c'est son affaire à lui. Bon. Ce que j'observe aussi, c'est à l'époque où le BEP existait, c'est pour ça que ce que vous citez, je rajouterais bien pour les chefs d'entreprise de plus de 40 ans. Mais tant qu'on avait le système que les Gazars avaient monté pour la France, soit au ministère, soit dans les établissements, etc., puisque c'est essentiellement les Gazars qui l'ont monté, même si j'ai le sentiment que les Gazars ne le mesurent pas eux-mêmes, ce qu'ils ont rendu comme service au pays. Tant que nous avions ce système-là, eh bien, on a pu trouver, et puis c'est aussi bien dans le 92 que dans le Cher ou que dans des départements très isolés, on constate effectivement qu'il y a un très grand nombre de chefs d'entreprise, de petites et moyennes entreprises, qui ont comme diplôme initial un parcours de lycée technologique ou de lycée professionnel, c'est-à-dire un BEP puis un brevet technicien, ça ne s'appelait pas encore un bac pro, ou un baccalauréat technologique, et qui ensuite ont copié le modèle suisse, le modèle allemand, le modèle coréen, etc. C'est-à-dire qu'après, très astucieusement, souvent par le biais de leurs organisations professionnelles, ou par le biais de CCI, etc., ont suivi des formations complémentaires et puis sont devenus, ont fait le choix à 30 ans de devenir chef d'entreprise. Et puis comme ils connaissent parfaitement bien le terrain, et qu'ils ont un côté humain que peut-être d'autres ont moins, finalement ils réussissent parfaitement bien, leurs entreprises se développent, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'attache à cacher. Je prends un exemple personnel. Moi, j'ai commencé par un CAP, et puis parce que j'ai rencontré des maîtres aussi bien en apprentissage que dans mon voisinage géographique de mon Haut-Limousin isolé, qui ont découvert que les maths, ça allait tout seul. Et puis donc, on m'a recyclé dans une ENP pour faire un brevet de technicien, et puis j'ai passé le bac en parallèle, et puis après j'ai fait maths sup, et puis après j'ai fait normal sup parce que m'étant marié jeune, j'avais besoin de faire bouillir la soupe, donc pour moi les arts et métiers ça coûtait trop cher, mais normal sup on est payé. Et puis j'ai créé mon entreprise en commençant ma thèse, et puis cette entreprise. Mais ce parcours-là, aujourd'hui, ne me serait pas possible. Si j'étais né 60 ans plus tard, avec mon CAP, aujourd'hui, je resterais ouvrier. Et ça, c'est quelque chose qui est un handicap considérable pour notre pays. On a cassé complètement l'ascenseur social parce qu'on n'a pas voulu se donner les moyens de regarder autre chose que le diplôme initial. Quand j'étais un jour, Pierre Faure, qui était un grand chef d'entreprise, m'a fait rentrer au conseil de Polytechnique, conseil d'enseignement de Polytechnique, il me dit « Viens nous secouer le bazar parce que j'en ai marre, il n'y a que des polytechniciens autour de moi. » De la même façon, vos collègues m'ont fait rentrer au conseil d'administration, au conseil d'enseignement, puis au conseil d'administration des arts et métiers, alors que je ne suis pas Gazar, moi. Et puis après, ils ont voulu que je devienne vice-président du conseil d'administration, parce que je n'avais pas le même profil que les autres, et je crois quand même parce que je n'avais pas le même parcours, en quelque sorte. Mais ça, ce qui était possible, ce qui m'a été possible à moi il y a maintenant quelques décennies, aujourd'hui n'est plus possible. Les gamins qui sont renvoyés en train de faire de la pâtisserie quand ils veulent faire de la forge, leur avenir est mort. Dès le départ, il est inscrit mort. Alors justement... et ils ne seront pas chefs d'entreprise. Votre livre, c'est un témoignage. Je pense que beaucoup de gens... Non, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule. Beaucoup de gens le lisent. C'est un coup de gueule parce que pendant la campagne des présidentielles, pendant les tours préliminaires où tout le monde se mettait en jambes, comme vous le savez, j'étais très violemment heurté parce que sur la quinzaine de candidats qui s'étaient lancés dans ces tours préliminaires, il n'y en avait guère que 2 ou 3 qui ont prononcé le mot éducation et formation professionnelle, éducation un peu plus, mais formation professionnelle, formation technologique, il y en avait 2. Il y avait François Fillon,
il y avait notre président actuel, et ça m'avait choqué, d'autant plus que l'un comme l'autre n'allait pas très loin. Il disait, faut développer l'apprentissage, mais on n'en savait pas plus. Or, l'apprentissage, depuis 15 ans, les chiffres baissent tous les ans. Il faudrait quand même se demander pourquoi les chiffres baissent. Pourquoi je parle pour les niveaux 5, 4 et 3. Ça m'a irrité profondément, viscéralement même. Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit ce livre qui s'adresse d'abord aux politiques. Alors justement, le président de la République m'a fait l'honneur de le lire. Et vous avez même répondu, me semble-t-il. Oui, ça ne nous regarde pas. Là. On ne va pas rentrer dans ces discussions, mais j'ai rencontré un certain nombre, effectivement, de ses conseillers, et puis on verra bien. Alors, reconnecter la formation à l'emploi, vous faites quand même des propositions. Quelles sont-elles? Alors, ces propositions, pour une bonne moitié d'entre elles, alors je déteste regarder le passé, mais il demeure que pour une moitié d'entre elles, c'est faire le contraire, ça consiste à faire à peu près le contraire, mais en le modernisant évidemment, et en l'adaptant à la période contemporaine, mais ça consiste à faire le contraire de ce qu'on a fait depuis 15 à 20 ans à peu près. C'est-à-dire réouvrir des internats, je dis dans le désordre, réouvrir des internats dans les lycées professionnels, rendre les lycées professionnels, les lycées technologiques indépendants des lycées généraux, alors que dans nos lycées on n'arrive pas à assurer la discipline. On a voulu depuis 15 ans ne plus avoir que des très gros lycées. Donc les petits lycées, on les a raccordés aux gros, et donc les lycées technologiques et professionnels, qui fonctionnaient très bien et sans problème, on leur a créé ce problème de jeunes non motivés, et on les a mis dans les lycées généraux de 3000 élèves, dans lesquels ils sont considérés comme le bout du banc, dont personne n'a envie de s'occuper. Au contraire, ils servent même de poubelle au lycée général. L'élève qui ne suit pas, il n'a même pas besoin de changer d'établissement, on change de division en quelque sorte. Bon, donc ça, il faut revenir en arrière, il faut donner l'indépendance à ces lycées professionnels, il faut donner aux lycées technologiques et aux lycées professionnels l'obligation, je dis bien l'obligation et pas l'expérimentation, l'obligation de faire entrer des professionnels dans leur gestion, dans leur gouvernance. Un président de conseil d'administration d'un lycée technologique et professionnel me semble plutôt devoir être un entrepreneur des disciplines, des métiers enseignés que le proviseur qui est lui la plupart du temps, et j'ai beaucoup de respect pour eux, mais très souvent un enseignant d'histoire, de géographie, de philosophie, de français, etc., qui lui-même ne connaît rien du milieu industriel. Et qui va inciter beaucoup plus, et on le vérifie partout, les professeurs de discipline générale à être les élus au conseil d'administration plutôt que ces professeurs techniques qui lui posent des questions qui l'embarrassent. Bon, il faut inverser tout ça. Donc voilà des mesures qui sont assez simples à prendre. Alors des mesures comme ça, il faut redonner au baccalauréat technologique des spécialités qui soient clairement lisibles par les parents, et par les parents de tout milieu social. Donc il faut qu'on ait un baccalauréat technologique qui s'appelle clairement BTP ou aéronautique, ou etc. Et non pas un langage d'énarque là, que personne ne comprend. Vous voyez, ce sont toutes ces mesures-là pour lesquelles malheureusement ça consiste à faire une marche arrière. Alors il faut quand même ne pas faire la marche arrière, parce que dans le système précédent, on avait aussi des spécialités qui étaient complètement caduques et que de toute façon, il fallait supprimer. Alors qu'on n'a pas eu le courage de supprimer, on les a fusionnées entre elles pour faire un machin plus gros. C'est un peu comme les STAPS à l'université. On a 350 000 étudiants en STAPS à l'université, et là actuellement, on cherche les moyens pour mettre 100 000 postes de plus, alors qu'on sait tous que le STAPS conduit au chômage la plupart des diplômés, pour ceux qui seront diplômés. Beaucoup d'entre eux, qui sont issus de l'enseignement technique et professionnel, auxquels on a conseillé de faire ces spécialités-là, de toute façon ne passeront que 3 mois à 6 mois à l'université. Donc il y a dans les mesures à préconiser beaucoup de mesures qui consistent à revenir en arrière, mais en modernisant, et puis beaucoup d'autres mesures, la plupart de celles que je propose, sont des mesures que j'ai tout simplement, moi, déduit de l'observation de ce qui se fait dans les autres pays. On a toujours l'impression que les gens qui dirigent l'éducation nationale depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, et qui prennent des décisions, en tout cas, c'est d'ailleurs pas forcément les ministres, parce que souvent les dossiers leur échappent, sont des gens qui ne connaissent que la France. Il faut regarder ce qui se fait dans les autres pays. C'est en général à peu près le contraire de ce que nous faisons, et il faut s'attacher à l'appliquer. Je vais prendre un exemple, un seul. Le niveau BTS, enfin BTS-DUT, est un niveau essentiel pour les PME. On est toujours en train de dire qu'on a des PME plus faibles que les PME des autres pays. Bon,
Or, on sait que dans ces PME, à côté du niveau ingénieur, et je le dis dans la Maison des Arts et Métiers, le niveau BTS-DUT est un niveau essentiel dans beaucoup de fonctions, que ce soit d'ailleurs des fonctions liées à la production ou d'autres fonctions liées au contrôle, etc. Quand je regarde le système qui forme ces gens-là, enfin ces niveaux-là, dans les 15 pays les plus industrialisés, j'observe qu'il y a partout 2 systèmes parallèles pour accéder à ce niveau qu'on appelle en France BTS-DUT. Il y a 2 systèmes parallèles. Il y a un système avec une formation, avec des gens ayant un baccalauréat général et allant faire une formation plutôt universitaire qui va à la fois donner des connaissances, mais pas si approfondies que ça, mais des connaissances dans le secteur industriel visé, et en même temps une ouverture un peu plus large. Et puis, il y a une deuxième voie, qui est une voie dans laquelle on recrute des gens qui, technologiquement, ont déjà 3 ans ou 4 ans de formation technologique, parce qu'ils ont fait un baccalauréat technologique, ou parce qu'ils ont fait un BEP, parce qu'ils avaient fait, pardon, un BEP et un bac pro, et qui ensuite vont faire un BTS. Donc ces gens-là, ils ont 5 ou 6 ans de technologie, et ils ont déjà sur le métier, en tout cas sur les technologies du métier, une maîtrise, un savoir-faire. Un savoir-faire important. Bon, tous les pays ont ces 2 systèmes en parallèle, et puis ensuite, c'est au chef d'entreprise et à son DRH, suivant le poste qui est à pourvoir, de dire, ben là, c'est plutôt un profil. Alors, vous avez reconnu, dans le système français, c'était l'IUT et le BTS, hein, nous avions bien ces 2 systèmes. Et puis après, c'est au chef d'entreprise de choisir et en général de mixer. Quand je regarde, 10 ans après le recrutement, les carrières de ces 2 catégories, qui sont fondamentalement différentes, il y en a un qui a fait son bac S, et puis, enfin, pour prendre le système français, et puis ça fait une unité, pendant que quand je regarde les carrières 10 ans plus tard, je m'aperçois qu'on n'arrive pas à distinguer, que les 2 réussissent bien, par des voies différentes au sein de l'entreprise, mais les 2 ont des responsabilités de cadre 10 ans après. Bon, donc ça veut dire que ces 2 voies sont praticables, en tout cas elles sont pratiquées dans tous les pays. Qu'est-ce qu'ont fait les réformes de ces dernières années? Tous nos bacs technologiques, on les a mis en un seul. Les professeurs qui les forment n'ont plus les spécialités des métiers. Les bacs pro, on les a très souvent fusionnés en des bacs pro plus généraux. Le bac technologique, on a commencé la technologique en classe de première, alors qu'avant c'était seconde, première, terminale, avec des horaires lourds. On a divisé les horaires par 2, en première et en terminale, et on a mis 0 heure en classe de seconde. Donc la connaissance du bachelier technologique qui va vers le BTS aujourd'hui est considérablement amoindrie par rapport à celui d'il y a quelques années. Elle est tellement amoindrie que finalement on ne fait plus beaucoup la différence entre lui et le bachelier scientifique, ce qui fait que beaucoup de BTS et d'IUT préfèrent finalement recruter le bachelier scientifique plutôt que ces gens-là. Donc ces gens qui étaient faits pour des classes de BTS, finalement, n'arrivent pas à se placer. C'est l'angoisse de tous les ministres depuis 4 ou 5 ans, mais aucun d'entre eux n'a cherché l'explication, alors qu'elle est évidente, on est en train de la décrire là. Et le résultat, aujourd'hui, c'est que nous sommes dans nos 15 pays industrialisés que j'aime bien comparer entre eux, nous sommes le seul pays qui est en train, tout doucement, avec ces structures-là, à faire que nous n'aurons bientôt plus, quand ils vont sortir, qu'une seule voie de formation, qui est une voie BTS généraliste ou UT, ça se ressemble de plus en plus, avec avant ça un bac de plus en plus général et de moins en moins technologique. Donc on est, à terme de 2 ou 3 ans, le seul pays industrialisé au monde à n'avoir qu'une voie unique pour former nos futurs BTS, DUT, qui eux-mêmes se rapprochent dans leur contenu de plus en plus. Bon. Pour moi, c'est un très grand handicap pour beaucoup d'entreprises, mais notamment pour les PME. Les PME ont besoin, quand elles recrutent au niveau Bac plus 2, de gens très technologiques déjà et opérationnels tout de suite, et puis qui vont s'adapter à la culture de l'entreprise, et puis après c'est à l'entreprise de faire la formation ad hoc, et puis de gens qui ont un peu plus de recul et qui eux, vont mettre peut-être un an, on va leur laisser 1 an ou 2 pour bien comprendre, et puis ça sera bientôt plus possible chez nous. Mais ça n'a l'air d'émouvoir personne. Je suis sidéré. Je suis d'autant plus sidéré quand c'est des collègues étrangers qui me le font remarquer. Alors qu'en France, personne ne semble l'avoir perçu
y compris dans l'entreprise. Alors, dernière question, doit-on aller vers un Grenelle de la formation continue surtout professionnelle. Le Grenelle a été un coup remarquablement joué par Pompidou il y a 50 ans, dans un pays qui est en train d'exploser, pour se remettre d'aplomb, en prenant des mesures de bon sens. Parce que toutes les mesures qui ont été prises à l'occasion de ce Grenelle étaient des mesures de bon sens, finalement. C'est pas, il faudrait sans doute la même chose chez nous, mais pour que ce Grenelle ait un sens, il faut que l'administration de l'éducation nationale s'implique, mais il faut aussi si j'ose dire, les classes dirigeantes des entreprises s'impliquent. Si on fait un Grenelle en rassemblant l'éducation nationale, dans laquelle il y aura une majorité d'énarques, et puis les organisations professionnelles dans lesquelles il y aura une majorité soit d'énarques, d'énarques et d'avocats fiscalistes, ne connaissant que très mal à ces niveaux-là, ils les connaissent à peu près au niveau ingénieur, mais à ces niveaux-là, d'ouvriers qualifiés, de techniciens supérieurs, c'est permanent des organisations professionnelles, j'en connais beaucoup et j'ai de bons amis parmi eux, mais quand je les entends parler de leurs entreprises, je me prends la tête. Donc, Grenelle, oui, mais avec les bons interlocuteurs. Donc, ça veut dire qu'il faut impérativement que nos collègues arts et métiers aillent convaincre leurs collègues des autres grands corps, etc., qu'il faut refaire ce que pendant des années ils ont fait, c'est-à-dire consacrer un peu de temps eux-mêmes et non pas déléguer à la formation. Il faut aussi, et je suis frappé, j'ai créé et présidé un certain nombre d'associations scientifiques d'ingénieurs en France. Je suis frappé d'observer que quand vous regardez ce que fait une association scientifique, une association d'ingénieurs britannique, une association d'ingénieurs américaine, une association d'ingénieurs suédoise, une association d'ingénieurs de Corée du Sud, ces associations d'ingénieurs, toutes accordent une part de leur activité à la formation et négocient très durement avec le ministère de l'Éducation, enfin l'équivalent chez eux du ministère de l'Éducation nationale, pour que telle partie du programme, etc. soit là. Nos associations d'ingénieurs chez nous ne se rassemblent que sur un seul sujet. Mais ça c'est le crime maximum que peut faire l'Éducation nationale. Si un ministre lance une attaque contre les classes préparatoires aux grandes écoles, alors là, tout le monde, alors que les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est pas un problème dans notre système. En tout cas, on ne va pas rentrer dans le sujet, je le traite un petit peu d'ailleurs, mais par contre, je n'ai pas entendu en France d'associations scientifiques d'ingénieurs se mêler de la suppression du BEP et s'insurger. Ils ne savent pas. Se mêler de ce que je viens de dire entre BTS et DUT qui bientôt ne vont plus former qu'un seul profil. C'est le boulot aussi de nos associations d'ingénieurs qui ont une liberté par rapport aux entreprises qu'il devrait leur permettre. Voilà. Professeur Imalié, merci beaucoup pour cet entretien exclusif et donc peut-être rendez-vous vers un Grenelle de la formation dans quelques temps. Moi j'ai refusé tout poste récemment dans le système parce qu'à 72 ans et vivant en province, je n'ai pas l'âge, donc je parle en toute liberté et je ne ferai pas plus. Mais ça reste un appel. Mais je me réjouirais si effectivement un jour on arrivait à trouver tous les partenaires pour bâtir, qu'on l'appelle Grenelle autrement, mais pourquoi pas Grenelle? Ça a été une réussite la première fois il y a 50 ans. Pas tout à fait une réussite, me diront certains, mais enfin ça a été globalement quand même ce qui a permis de décoincer un pays qui était, sur d'autres sujets, qui était complètement bloqué. Bon. Merci beaucoup. Merci aussi, j'étais très heureux de revenir à la Maison des Arts et Métiers.